Bonjour à tous. Merci déjà aux organisateurs de me permettre de présenter un travail que, comme Yazan vient de le dire, on a démarré il y a quelques semaines suite à la décision du gouvernement américain de façon assez basique d'abord ça devait être une pause de 90 jours pour une évaluation, mais finalement une sorte de démantèlement quasi total du PEPFAR et de l'USAID qui implémente les programmes du PEPFAR. On en a déjà un peu parlé, je vais passer rapidement sur le décret présidentiel, les exonérations, les décisions de justice, contre-décisions de justice. Il y a des développements à peu près tous les jours. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans notre cas, c'est que sur le terrain, les gens qui travaillent auprès des personnes qui vivent avec le VIH ou qui s'occupent de la prévention du VIH, depuis cette période, ils reçoivent des informations qui sont contradictoires. Toutes les semaines, il y a un ordre, des directives, après une contre-directive, ignorer notre dernier courrier, voici ce qui doit s'appliquer. Ou alors ils ont des conversations avec des gens qui n'ont plus l'accès à leurs emails, par exemple. Donc pour ces acteurs du terrain, en fait, toutes les dépenses qui sont actuellement engagées sont maintenant considérés comme à risque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas certains d'être pouvoir rembourser et tous ces achats, tout ce travail n'est pas garanti. Par contre, une chose qui est assez claire, qui a été assez clairement exprimée à tous ces acteurs, c'est tout ce qui est lié aux populations les plus vulnérables, tout ce qui est lié à la diversité, l'inclusion, etc. Tout ça est terminé et ne reprendra de toute façon jamais. Donc ça c'est absolument clair. Donc de notre côté, comme je disais il y a quelques semaines, on essayé d'utiliser un modèle mathématique déjà calibré pour estimer l'impact de ce potentiel scénario de ce retrait du PEPFAR en Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal, comme Yazdan l'a mentionné. À court terme, une analyse simplifiée de scénario en se basant sur des données agrégées de financement, ce que je vais présenter aujourd'hui. Mais à moyen terme, on va essayer d'effectuer des analyses un peu plus réalistes, plus basées sur des données du terrain, des données désagrégées, des données qui viennent des programmes nationaux ou même des ONG locales. Et un peu la même façon qu'a fait David, l'impact est mesuré en termes de nouvelles infections et de décès dus au VIH sur les 10 prochaines années, qui seraient occasionnées par le retrait du PEPFAR, ainsi que l'économie qui serait réalisée par le PEPFAR ou le gouvernement américain pour chaque année de santé perdue. Le modèle qu'on utilise, comme je l'ai évoqué, déjà calibré à ces trois pays. Il est stratifié par âge, par groupe à risque, l'histoire naturelle du VIH, la prévention cascade de traitement, ce que vous voyez en haut à droite. Et la calibration du modèle a été faite sur des données de taille de population clé, la prévalence du VIH, le diagnostic traitement du VIH dans chaque pays. En bas à droite, vous voyez un exemple avec les données et la calibration du modèle sur la prévalence du VIH chez les travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire. Et une étape importante de la modélisation était le fait qu'on a fait des revues schématiques des données en termes de démographie, de comportement sexuel et de VIH dans chaque pays en collaboration avec les pays pour pouvoir en fait projeter le cours de l'épidémie au cours du temps et avoir des projections sur les années futures. Alors même si, vous le savez, la situation en Afrique de l'Ouest est très différente de l'Afrique du Sud qui vous a été présentée en termes de taille globale de l'épidémie. La prévalence est plus faible en Afrique de l'Ouest, mais finalement les trois pays qu'on a modélisés correspondent à des contextes finalement un peu différents, avec la prévalence du VIH qui est à environ 2% en Côte d'Ivoire, donc plus élevé que dans les autres pays. Et comme vous l'avez peut-être vu dans le graphique précédent, la prévalence chez les populations clés, notamment les travailleuses du sexe, a énormément diminué au cours des dernières années grâce aux interventions. Cette prévalence chez les populations clés est relativement élevée au Mali, avec 7% chez les travailleuses du sexe et 11% de prévalence chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais un aspect assez spécifique au Mali, c'est que c'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest dans lequel la couverture des traitements et la couverture de la suppression virale est la plus basse. Et ça aura des implications sur certains des résultats.
Et quant au Sénégal, c'est un pays où la prévalence chez les adultes est assez faible, mais elle est vraiment très élevée et semble augmenter en tout cas chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc ce sont trois épidémies qui sont un peu différentes dans leur profil. En termes de la contribution du PEPFAR, alors là, les données varient un peu selon les années, selon les sources. Donc il y a un peu de l'incertitude dans ce que nous faisons, mais on peut dire qu'en gros, le PEPFAR contribue à environ 60% du budget national de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire, contre environ 23% au Mali et 35% au Sénégal. Donc voilà, comme sur l'enveloppe globale. Quand on essaie de rentrer un peu plus dans les détails, il y a encore un peu plus d'incertitude. Mais en gros, le PEPFAR contribue à entre 30 et 60% de tout ce qui est prévention du VIH, et notamment la distribution de préservatifs. Le PEPFAR contribue très fortement au diagnostic du VIH dans les 3 pays, et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Et concernant les soins et traitements, cette contribution est un peu plus faible, surtout au Mali et au Sénégal, parce que le Fonds mondial est très impliqué sur tout ce qui est traitement dans ces 2 pays-là. Mais c'est quand même à près de 40% en Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore de chiffres nationaux spécifiques pour les populations clés. C'est quelque chose qu'on essaie d'avoir en ce moment. Des données qui sont disponibles au niveau du PEPFAR, mais pas nécessairement disponibles au niveau national, global. Et encore une fois, voilà, ce sont des chiffres qui sont assez, encore un peu incertains, difficiles à quantifier. Alors, pour la mobilisation, on a utilisé des scénarios. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit maintenant ici, c'est le graphique avec dans l'axe des X le temps et dans l'axe des Y la proportion des services, le niveau des services en fait par rapport à janvier 2025, donc avant le retrait du PEPFAR. Donc on avait défini un premier scénario, un peu comme ce qu'a fait David d'ailleurs, ce qu'on peut appeler un scénario de comparaison, on va dire, dans lequel le PEPFAR est maintenu, donc le niveau de service reste à 100% au cours du temps. Et ce qu'on appelle service, en tout cas dans notre modèle, c'est on considère la distribution de préservatifs, le diagnostic VIH, l'initiation, rétention, réinitiation des traitements. Donc ça, c'est un premier scénario qui sert à être comparé aux autres scénarios. Un deuxième scénario, c'est un scénario de retrait du PEPFAR. Donc à partir du 1er février 2025, on coupe ces services à une certaine proportion. Et la proportion de réduction des services, tout comme l'a fait David, je crois, correspond à la fraction du budget national qui était allouée aux services qui étaient financés par le PEPFAR. Donc si par exemple le PEPFAR finance 50% des tests VIH, on va considérer que s'il n'y a plus de PEPFAR, on diminue le nombre de tests par 2. Et donc dans ce scénario de retrait total, il n'y a pas de reprise, les choses restent à un niveau bas pendant les 10 prochaines années. On avait envisagé un troisième scénario dans lequel il y a une pause de 3 mois qui serait suivie d'une reprise progressive d'1 an. Et à la fin de cette pause, les services seraient entre guillemets à 100%. Donc ça serait une reprise de tous les services, mais progressive. Et on avait imaginé 2 scénarios additionnels que je vais présenter aujourd'hui. Un scénario d'une reprise progressive, mais uniquement des services de traitement, ce qui a l'air d'être mis en avant beaucoup entre guillemets dans les médias et par les pays. Et un dernier scénario dans lequel il y a une reprise progressive de tous les services, sauf ceux qui s'adressent aux travailleuses du sexe et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc tout ce qui est population clé et diversité qui serait entre guillemets ignoré et qui resterait à un niveau très réduit pendant la période. Ok, alors ce que montrent les 2 graphiques ici, c'est à gauche le nombre de nouvelles infections par an en Côte d'Ivoire et à droite le nombre de décès liés au VIH en Côte d'Ivoire chaque année dans un scénario avec un maintien du PEPFAR, donc ni pause ni réduction, entre guillemets ce qu'on espérait, ou à quoi on s'attendait. Voilà, ça devient dur le français. Et comme voilà, je rappelle que voilà, le PEPFAR finance 60% du budget de la réponse au VIH en Côte d'Ivoire.
Dans le cas d'un retrait total du PEPFAR, là c'est la ligne en rouge, vous voyez que l'épidémie redémarre très rapidement avec 140 000 nouvelles infections, 50 000 décès liés au VIH au cours des 10 prochaines années, comparé à un maintien du PEPFAR. Donc la différence, les chiffres que je donne, c'est la différence entre la ligne rouge et la ligne noire. Pour les nouvelles infections à gauche, mortalité à droite. Donc voilà, un effet massif. En cas d'une pause, une courte pause de 3 mois, suivie d'une reprise progressive d'un an, pour tous les services, serait quand même associée à 11 000 nouvelles infections et 5 000 décès additionnels au cours des 10 prochaines années, ce qui correspond à peu près à 160 000 années en bonne santé perdues à cause de la pause. Et ce qui représente pour le PEPFAR une économie d'environ 60 millions de dollars sur la période. Et donc en fait on peut, en faisant une division, on voit qu'en fait l'économie réalisée par le PEPFAR serait d'environ 400 $ pour chaque année en bonne santé perdue. Une pause de 3 mois, donc en bleu, suivie d'une reprise progressive uniquement des services de traitement, permettrait au niveau de la mortalité, comme vous voyez, de limiter un tout petit peu la casse on va dire sur le court terme, sur les 4 ou 5 premières années. Mais comme vous voyez sur la gauche, l'épidémie repartirait assez rapidement et on n'aurait pas les capacités nécessairement de diagnostiquer à temps les nouvelles infections. Donc l'épidémie remonte fortement. Et enfin, s'il y avait une pause qui serait suivie d'une reprise de tous les services, mais sauf pour les travailleuses du sexe et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, l'épidémie augmenterait, puis dans nos modèles, en tout cas, l'épidémie se stabilise avec environ 40 000 nouvelles infections au cours des 10 prochaines années comparé au scénario avec le maintien du PEPFAR. Alors en Mali, comme je l'avais expliqué précédemment, la contribution du PEPFAR au programme de lutte contre le VIH est plus faible qu'en Côte d'Ivoire, mais également la couverture des traitements est beaucoup plus basse. Donc entre guillemets, c'est une situation dans laquelle il y aurait un peu moins à perdre au niveau de la couverture des traitements, mais ce qu'on voit, en tout cas ce que nos modèles prédisaient, c'est qu'un retrait total du PEPFAR stopperait complètement le déclin épidémique qui est observé dans les modèles et dans les données, avec 6 000 nouvelles infections et 3 000 décès liés au VIH au cours des 10 prochaines années, comparé à un scénario de maintien du PEPFAR. Une courte pause de 3 mois suivie d'une reprise progressive de tous les services pendant 1 an serait associée à 1 000 nouvelles infections et 400 décès, ce qui correspond à peu près à 13 000 années en bonne santé perdue. Donc encore une fois, sachant que l'économie pour le PEPFAR serait d'environ de 6 millions de dollars sur les 10 ans, l'économie réaliserait serait de seulement 450 $ pour chaque année en bonne santé perdue. En bleu, on voit qu'une pause suivie d'une reprise progressive des traitements aurait un impact assez semblable au retrait total, surtout au niveau des nouvelles infections. Et enfin, une pause suivie d'une reprise progressive de tous les services, sauf pour les TS et SSH, serait aussi associée à une forte augmentation du nombre de nouvelles infections dans le pays, avec 4 000 nouvelles infections au cours des 10 prochaines années. Pardon. Alors la situation est un petit peu différente au Sénégal parce que notre modèle est également celui de l'ONU-SIDA, prédit une remontée de l'épidémie depuis quelques années. Et voilà, le PEPFAR, comme je l'avais expliqué avant, contribue un peu plus d'un tiers du programme de la lutte contre le VIH dans le pays. Donc, en cas de retrait total, donc, le redémarrage de l'épidémie serait très accéléré, là, donc, ce que vous voyez en rouge, avec 10 000 nouvelles infections, 3 000 décès additionnels au cours des 10 prochaines années. Une pause de 3 mois suivie de la reprise progressive de tous les services pendant 1 an serait associée à 1 000 nouvelles infections, 300 décès au cours des 10 prochaines années, ce qui correspond à 11 000 années en bonne santé perdue. Et encore une fois, sachant que l'économie pour le PEPFAR serait d'environ 5 millions de dollars au cours des 10 prochaines années, l'économie serait de 450 $ pour chaque année en bonne santé perdue dans le pays. Comme vous voyez en bleu, une pause suivie d'une reprise uniquement des services de traitement au niveau qui avait été observé avant aurait quand même un très fort impact sur l'épidémie parce qu'on ne serait pas capable de diagnostiquer rapidement les nouvelles infections et non plus de les prévenir. Et une pause
suivi d'une reprise de tous les services, mais sauf pour les populations clés, serait associé également à une très forte reprise de l'épidémie, avec 7 000 infections et 1000 décès liés au VIH au cours des 10 prochaines années. Donc encore une fois, il s'agit d'un travail très préliminaire fait au cours des dernières semaines, basé sur des données de financement agrégées, ainsi que des premiers retours de gens qui sont sur le terrain. Voilà, je veux vraiment, rappeler que les modèles font des hypothèses qu'on va devoir valider, qu'on va devoir changer. En particulier, on n'a pas vraiment changé le diagnostic la vitesse, le taux de diagnostic des gens qui ont des infections opportunistes ou qui ont les symptômes du sida. Donc, je considérais que ce n'était pas forcément être 100% affecté par le retrait du PEPFAR. La coupure du PEPFAR n'allait affecter que la proportion de préservatifs qui n'est pas achetée dans le privé par les différentes populations. On n'a pas, comme vous avez vu, on n'a pas modélisé la transmission mère-enfant. Il y a un peu de PrEP en Côte d'Ivoire, on n'a pas modélisé non plus. Il n'y en a pas vraiment dans les autres pays. Ça n'a pas été modélisé. Et une chose, je pense que c'est assez important de préciser, c'est que, tout comme David, on avait considéré que la réduction des services serait proportionnelle à la réduction du financement, mais en fait on s'est aperçu par exemple avec le Mali, je vous ai expliqué avec le Mali que le PEPFAR contribuait finalement assez peu à l'enveloppe globale de la lutte contre le VIH, mais il y a peut-être 2 semaines, le Mali a été inclus dans une liste de 8 pays qui pourraient faire face à des pénuries de traitement, donc probablement parce que le PEPFAR s'occupait de l'acheminement des traitements, donc même s'il ne s'occupe de pas beaucoup, c'est une étape qui permet aux autres étapes d'être réalisées, donc ça bloque entre guillemets la chaîne des traitements. Et quelque chose qu'on n'a pas non plus modélisé mais auquel on réfléchit, c'est le fait que, comme j'expliquais au Mali, au Sénégal, le Fonds mondial participe énormément au traitement du VIH. Et le Fonds mondial est principalement financé par les États-Unis. Donc il y a encore plus d'incertitudes sur les prochaines années. Donc voilà, les messages de ce petit topo, c'est que, comme vous l'avez vu, on peut s'attendre malheureusement à des forts redémarrages des épidémies, surtout en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en cas d'une reprise progressive des services de traitement. Comme j'essaie d'exprimer, il est vraiment important de ne pas négliger la prévention et le diagnostic du VIH. Et comme vous l'avez vu aussi, il est vraiment important dans ces pays, en général, mais il est vraiment vital en fait, de maintenir tous les services de prévention et de traitement du VIH dans les populations les plus vulnérables, qui sont vraiment, vraiment très affectées par le VIH dans ces pays. Et en dernier point, voilà, même une courte pause peut avoir des effets négatifs sur le long terme, des effets sur les chaînes de transmission, avec une économie d'environ $500 pour chaque année de vie en bonne santé perdue dans le pays. Pour finir, je voulais remercier les institutions qui collaborent au projet, l'ANRS pour le financement, les partenaires, et j'espère futurs partenaires du projet. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, déjà vous pouvez m'envoyer un email, mais aussi je vous recommande de joindre une communauté qui s'appelle Change, qui se réunit sur WhatsApp, qui réunit des activistes, des scientifiques, et voilà, qui est hyper intéressante pour apprendre sur le sujet et pour aider. Merci beaucoup. Je laisse le QR code si vous voulez vous inscrire. Tu es d'accord pour prendre quelques questions? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Romain et merci beaucoup David. Alors on va prendre quelques questions pour Romain, pas pour David, mais David, je voudrais quand même te lire quelques messages qui sont arrivés de nos collègues qui sont en ligne. Merci David, toute notre solidarité avec les chercheurs américains, Stand Up for Science. Merci pour votre intervention, on est avec vous. Et thank you so much for your talk. Je crois que c'était très très fort. Merci pour tout ce que tu nous as fait passer comme message. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle pour Romain. Didier. Oui, bonjour, Didier Laureillard de Nîmes, Montpellier. Je voulais juste faire un commentaire sur les 2 présentations. Pardon, je suis là. C'est pour les 2 présentateurs.
on a quand même, il y a juste une petite phrase dans votre avant-dernière diapo où vous parlez du Fonds mondial, parce que quand vous faites vos modèles, le PEPFAR est peu présent en Afrique de l'Ouest ou moins présent en Afrique de l'Ouest parce que le Fonds mondial est quand même présent un peu plus. On peut être un peu inquiet quand même par la contribution américaine au Fonds mondial, et est-ce qu'il ne faudrait pas, à un an de la conférence de reconstitution du financement, dans vos modèles, intégrer des hypothèses qui concernent le fait que les États-Unis vont baisser leur contribution également au Fonds mondial, et en sachant, je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques autres pays aussi qui sont en train de baisser éventuellement leur contribution, donc c'est peut-être un moment, et pour nous aussi en France, d'avoir ce type d'infos pour se préparer à un an de cette conférence. Oui, bah c'est quelque chose auquel on pense. Donc oui, le scénario rouge, on aurait pu trouver un rouge encore plus foncé. Mais voilà, bah ça demande un peu de travail pour voir. Bah de toute façon, on peut toujours faire des scénarios. Après, c'est être capable d'identifier exactement quel organisme opère sur quoi. Voilà, j'ai parlé des populations clés tout à l'heure. Les données du PEPFAR sont assez bonnes en fait. On sait quel programme est financé. On commence à savoir quel programme a été arrêté, etc. C'est parfois un peu plus compliqué de savoir voilà, que fait le gouvernement, qui fait quoi exactement. Mais voilà, évidemment, oui, c'est sur la liste des choses à regarder dès qu'on peut, en fait, oui, le Fonds mondial. Merci pour cette présentation. Aliou Baldé, épidémiologiste malien. Je suis très heureux de voir le Mali parmi ces 3 pays parce que le contexte politique est assez différent. Il faut savoir que la santé en dehors du VIH est financée majoritairement par le Fonds mondial, l'USAID, d'autres ONG françaises comme Soltis, Expertise France, IRD, qui ne sont plus là. Donc, la situation va être beaucoup plus complexe pour nous. Et tous les jours, je suis en contact avec des collègues qui sont en chômage actuellement parce que l'USAID a arrêté tout financement. On n'a plus d'autres financements, ni par le gouvernement, ni par d'autres partenaires. Donc, je pense que j'appelle ici la NRS à continuer à faire un plaidoyer pour que les relations politiques puissent s'améliorer. Et ma petite question, c'est par rapport à la transmission mère-enfant. Vous êtes focus sur les populations clés. Est-ce que vous comptez regarder un peu l'impact sur la transmission mère-enfant? En fait, sur le très court terme, je ne sais pas si... Enfin, ça demande de faire vers des changements dans les modèles, etc., de regarder un peu mieux les données. Après, une des questions, c'est à quel point la transmission mère-enfant est affectée par les retraits du PEPFAR. Est-ce que c'est des choses qui se passent à l'hôpital? Est-ce que c'est... voilà, c'est évidemment hyper intéressant et c'est vraiment un enjeu, en tout cas, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. Je sais que par exemple au Mali, la couverture des tests chez les femmes enceintes est vraiment très faible. Donc voilà, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait regarder, qu'on n'a pas eu le temps de faire là pour l'instant, mais ça serait évidemment intéressant de regarder la transmission mère-enfant. Ouais. Alors on va prendre deux questions rapides, s'il vous plaît. Oui, Michel. Oui, Michel Kazatchkine. Bonjour, merci pour ces 2 interventions. Quelques commentaires. D'abord, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis est absolument désolant au sens étymologique du terme. Ça sème la désolation. Bien sûr, dans l'impact que cela va avoir sur les programmes, les vies sauvées, la prévention, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans tout ce que cela signifie sur la science, les valeurs qui nous portent. C'est absolument terrible. Cela dit, je ne comprends pas que 20 ans après le Fonds mondial et PEPFAR, il y ait des pays dont la croissance économique est de 7% et qui continuent d'être dépendants pour 60% d'un programme PEPFAR. Nous nous désolons tous de ne pas avoir su anticiper, mais quelque part, nous avons aussi cette responsabilité commune. Ces 2 programmes étaient des programmes d'urgence, ce n'étaient pas des programmes de soutenabilité à long terme. Et maintenant qu'on en est là, il nous faut faire ce constat et il faut qu'on s'occupe de refonder
le système. Il ne s'agit pas de chercher à compenser d'une façon ou d'une autre. De toute façon, ça n'arrivera pas, ni avec l'argent chinois, ni avec l'argent européen, ni avec l'argent du Moyen-Orient, à compenser les pertes considérables de financement de PEPFAR et du Fonds mondial. Je fais une parenthèse ici pour dire qu'au moment même où nous parlons, le Congrès discute de PEPFAR et qu'il y a dans les deux chambres des gens qui veulent continuer d'approprier, comme on dit, des crédits pour PEPFAR. Sur le Fonds mondial, on est dans l'incertitude totale parce que le Fonds mondial était sur la liste de l'USAID. Mais je reviens à mon propos, il s'agit maintenant de refonder quelque chose. Les États-Unis sont out pour quelque temps. Je partage votre analyse que dans 2 ans, dans 4 ans, cela reviendra en arrière. Mais d'ici là, ils sont out et nous, en tout cas j'arrive de Genève, on est tous dans la sidération et maintenant dans l'effort de réflexion de la refondation. La plupart des pays du monde que je vois et dont je côtoie les collègues souhaitent qu'un multilatéralisme en santé se reconstruise. Mais il ne peut pas se reconstruire sur le même modèle que celui qui a prévalu jusque maintenant. Les organisations sont trop lourdes, elles se dupliquent, elles ne font pas d'économie d'échelle. Il y a là un coup de semonce, c'est vrai, causé par l'extérieur, mais il faut qu'on le prenne très au sérieux. Et maintenant, la question qui se pose pour moi, c'est de savoir quel est le pays, quelle est l'entité qui va prendre un leadership politique pour entraîner une nouvelle réflexion de refondation. Ce pourrait être l'Afrique, mais l'Afrique en ce moment a une vision très continentale de construire sa propre résilience. Ce pourrait être l'Europe et même la France, mais je crois que dans le contexte géopolitique actuel, elle n'a pas la crédibilité. Alors, est-ce l'Asie? C'est une des discussions qui commence en ce moment. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire très important. Merci. Dernière question très rapide parce qu'on est déjà très en retard. Merci François. Bonjour, François Dabis, Bordeaux. Je partage bien sûr les réflexions que fait Michel. Et merci à David d'avoir eu le courage de venir en France, parce que c'est vraiment pas simple en ce moment. C'est un commentaire par rapport à votre présentation et par rapport au risque que nous courons aussi de manquer rapidement d'informations et d'informations stratégiques, parce que les programmes du PEPFAR finançaient énormément de recueil d'informations. Et donc, vous risquez, enfin, on risque tous d'être rapidement en manque de données et de données pour continuer à monitorer ces impacts. Ça me semble extrêmement important à dire. Et juste partager que à Bordeaux, on dispose depuis 20 ans de financement du NIH au cours de la collaboration AIDI, dont vous avez certainement utilisé les données, et qu'on pense, on n'est pas sûr, qu'au 1er mai, ça va s'arrêter probablement du jour au lendemain. Voilà, avec nos collègues d'Afrique de l'Ouest. Voilà, merci François également pour ce commentaire. Alors, juste en ligne, pouvez-vous nous remettre le QR code? Je pense qu'il y a des gens qui veulent avoir le QR code pour pouvoir communiquer avec Romain ensuite. Et une question d'une journaliste, Pascal Santi, qui est compliquée à répondre là dans les secondes. Quels sont les effets des réductions du financement sur la recherche? Donc voilà, c'est tout un autre sujet, mais on n'a pas le temps d'aborder la réponse. Peut-être un mot. Pour dire un point, je sais que dans les premières semaines, on a beaucoup parlé de ce qui se passait sur le terrain. On n'a pas du tout parlé des essais cliniques. On a, je sais pas, on va dire pendant le premier mois, on avait l'impression que c'était un peu à part, qu'ils n'allaient pas être affectés. Mais là, depuis quelques semaines, il y a tous les essais en Afrique du Sud, même au sud des États-Unis, qui s'arrêtent les uns après les autres. Beaucoup sont dit en pause, mais voilà, c'est même de ce côté recherche. Essai, c'est en train d'être abandonné aussi. Donc c'est quelque chose qui avait été, le contraire a été dit, on va dire en début février, mais là on se rend compte que c'est aussi affecté. D'accord. Ok. Merci. Et on nous demande aussi le lien du replay. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudront revoir le replay. Donc on verra avec la com pour vous l'envoyer. Encore merci beaucoup Romain et merci beaucoup David, qu'on peut applaudir très très fort. Merci.